Les 3 premières étapes de ce Tour de France 2023 sont passées très vite et dans cette vidéo, je vais vous faire mon débrief de ces 3 premiers jours basques. Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Samedi, lors de cette première étape du Tour de France 2023, les frères Yates ont été les acteurs d'un scénario unique. Adam a franchi la ligne d'arrivée en premier et son frère Simon a quelques secondes de retard. Quant à Pogačar, Vingegaard et les autres, ils sont arrivés à une douzaine de secondes. Il est rare de voir 2 frères monter sur les 2 premières marches du podium d'une étape sur le Tour de France. Alors on avait déjà vu ça sur un grand tour, notamment sur le Tour de France 2011 avec les frères Schleck qui avaient trusté les 2 premières places de l'étape 18 de ce Tour de France 2011 où il y avait eu un enchaînement Col d'Aniel, Col d'Izoard, Col du Galibier. Le premier, Andy Schleck, était parti en échappée et est arrivé en solitaire avec plus de 2 minutes d'avance sur les autres favoris. Quant à son frère, il avait réglé le groupe des favoris à l'arrivée au Galibier et avait terminé 2e. Par contre, à ce moment-là, les 2 frères Schleck étaient dans la même équipe, l'équipe Leopard Trek. Quant aux frères Yates, cette année, ils n'étaient pas dans la même équipe. En 2021, Adam Yates avait décidé de quitter Mitchelton Scott, son équipe de toujours depuis 2014 et ses débuts pro, tout comme son frère d'ailleurs, qui était aussi pro la même année. Par contre, Simon restait fidèle au poste. Cette année, les jumeaux Yates ne sont pas dans la même équipe. Le premier, Adam, est dans l'équipe UAE alors qu'il avait fait quelques années, donc 2021 et 2022, chez l'équipe Ineos. Et Simon est actuellement dans l'équipe Jayco Alula, donc en fait l'équipe Mitchelton Scott au moment où Adam a quitté l'équipe, mais sous un autre nom. Alors la dernière fois que les frères Yates ont fait un grand tour ensemble, alors ça remonte quand même à longtemps puisque ça remonte à 2019 et c'était lors du Tour de France 2019. Alors on s'en rappelle que leur destin était complètement différent puisque justement en fait le premier, Adam, avait fait un tour en tant que leader avec la casquette de leader et avait un peu raté le coche puisque suite à l'étape du Tourmalet et sa déroute, il avait fini 25e du classement général. Par contre, à l'opposé, son frère Simon avait gagné 2 étapes malgré un classement général moins réussi avec une 40e place, mais quand même 2 étapes dans son escarcelle avec les victoires à Bagnères de Bigorre et la victoire bien sûr au Prat d'Albis à Foix. Depuis leur séparation, aucun des 2 jumeaux n'a réussi un réel exploit, alors qu'on sait que au moment où ils se sont quittés, même quelques années avant, l'un d'entre eux, notamment Simon, était très fort puisqu'il avait réussi à glaner la Vuelta 2018 devant des coureurs comme Enric Mas ou Richard Carapaz. Mais voilà, ces dernières années, en fait, les 2 frères Yates n'ont pas fait des grands résultats et en fait, on les a réellement revus sur le devant de la scène récemment, notamment Adam avec cette victoire sur le Tour de Romandie cette année où il a réussi à planter ses adversaires, notamment avec une très belle montée à la station de Sion 2000 et donc gagnant au général cette course par étape. Donc forcément, quand il sort de ce Tour de Romandie, il montre qu'il a gardé ses capacités, notamment sur les courses d'une semaine, car on sait que les frères Yates, souvent dans les grands tours aussi, ils étaient très bien classés sur quelques jours, et ensuite, généralement à la fin du tour, ça pêchait. Et Simon, par contre, on n'en a pas trop entendu parler sur ces dernières années, donc forcément, on n'aurait jamais vraiment pronostiqué un doublé chez les frères Yates. Mais lors de cette première étape du Tour 2023, ils nous ont fait mentir. Après une rapide partie de manivelle dans la côte de Pike avec 3 acteurs majeurs et pas les Yates, donc Vingegaard, Pogačar bien sûr, et Victor Lafay, très impressionnant de le voir là, d'ailleurs on en reparlera après dans la suite de la vidéo. Adam Yates et Simon Yates ont pu revenir tout comme quelques coureurs derrière eux, ça a formé un petit groupe dans la descente de la côte de Pike, et à ce moment-là il reste quelques kilomètres avant l'arrivée à Bilbao, précisément 6-7, et à ce moment-là en fait Adam Yates arrive avec de la vitesse derrière le groupe des favoris, et en fait on va dire qu'il part comme un facteur, voilà, c'est un peu dans le jargon du cyclisme qu'on dit ça. Et en fait, au début, il regarde Pogačar par l'arrière et il lui fait comprendre que Pogačar doit prendre sa roue parce qu'il va prendre un relais, etc. Et Pogačar, en fait, le laisse partir, ce qui fait qu'en fait, personne ne veut aller chercher Adam Yates et il en profite pour sortir et jouer sa carte personnelle. Et c'était sûrement pas prévu au briefing de base chez UAE. Et après, son frère Simon veut le rejoindre et il réussit à fausser aussi compagnie au peloton. Donc un groupe de contre, et ce groupe de contre donc il reste à 15-20 secondes et jamais il reviendra dans la montée finale vers Bilbao. Une légère montée, en tout cas pour les pros du tour, de 7-8% sur un peu moins d'1 kilomètre. Donc les 2 frères Yates qui arrivent après à 2, ou du moins dans les deux premières places à Bilbao, parce que aussi on pourra se demander pourquoi Adam n'a pas forcément voulu attendre son frère Simon,
Alors c'est bien, au moins il n'y a pas eu d'histoire et puis le meilleur gagne à la pédale, voilà, Adam. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que les deux ne soient pas arrivés pile en même temps sur la ligne ou juste à côté. Ça aurait fait une belle image. Donc là, voilà, on voit finalement Adam avec quelques mètres d'avance sur Simon. Par contre, c'est sûr que bon, la famille Yates, elle devait être ravie. Au final, une première étape plutôt intéressante puisque voilà, encore un scénario qui casse les codes. Et on aurait pu effectivement imaginer autre chose avant le départ à Bilbao, plutôt une victoire de Pogačar ou Vingegaard. Mais voilà, ces deux-là n'ont pas forcément aussi voulu collaborer une fois qu'ils se sont esselés avec Victor Lafay au sommet de la côte de Pike. Donc tant mieux pour les frères Yates qui ont pu jouer leurs cartes. Maintenant, on va passer du coup à la deuxième étape. Et comme je vous l'ai dit, en fait, Victor Lafay, un coureur qui nous a quand même épaté sur cette côte de Pike et il revient sur le devant de la scène sur cette deuxième étape. Bon, alors le français de la Cofidis, on savait bon puncher, mais au point de suivre Pogačar et Vingegaard dans la côte de Pike, une côte de 2 km à 10% de moyenne, fallait quand même avoir de sacrées jambes à ce samedi, tout simplement. Et c'est vrai que c'était plutôt bon signe de le voir à ce niveau-là. Lafay s'alignait donc sur la deuxième étape à charge de revanche. Et d'ailleurs, dimanche soir, après la deuxième étape, il confiait à Ouest France que justement cette frustration de samedi, après une belle montée sur la côte de Pike, mais sans réussite réellement, puisqu'il n'avait pas réussi à poursuivre cet effort en haut du sommet. Et je pense qu'ils étaient tous très émoussés en raison de la difficulté de l'étape. Ça l'avait poussé justement cette deuxième étape à redoubler, à mettre les bouchées doubles pour pouvoir peut-être aller chercher une victoire d'étape. Donc il avait dit que justement sur Jay Esquibel il avait souffert mais il avait réussi à basculer, peut-être justement avec cette motivation de se dire hier j'ai tenu dans la côte de Pike, alors pourquoi pas aujourd'hui. Dans ce groupe de 20 coureurs, forcément Van Aert avait basculé et là obligé c'est le grand favori. Parce que sur un groupe de 20 coureurs, sachant que c'était le seul sprinter qui restait, forcément dû à sa polyvalence hors norme, c'était le grand favori. Et on ne voyait pas d'autres coureurs gagner à part Van Aert. Et bien sûr, pour déjouer ces pronostics, cette certitude d'une victoire de Van Aert, il fallait clairement attaquer avant le sprint. Et 3 coureurs ont essayé de le faire, chacun leur tour. Peyo Bilbao de la Bahrain Victorious, Mathias Kelmose de la Trek Segafredo et entre les deux Tom Pidcock de Ineos Grenadier. Et durant ces moments-là, en fait, les coéquipiers de Van Aert qui se chargeaient justement de bloquer les attaques pour permettre à Van Aert une victoire au sprint ont été très émoussés forcément après parce que ça les a fatigués d'aller chercher ces 3 coureurs-là. Et Victor Lafay l'avait compris. Donc nous, derrière nos télés, on n'y a pas forcément pensé tout de suite. Mais lui, il y a pensé et sans forcément attendre l'accord de son directeur sportif. Et je pense qu'aussi, il a une bonne lecture de course, Victor Lafay, donc ça lui a permis d'y aller au bon moment. Et à la flamme rouge, on le voit attaquer sur le côté de la route, à gauche, à pleine balle. Il y va hyper confiant et on voit qu'il prend tout de suite beaucoup d'avance. Et tant mieux pour lui, il a su résister au retour de Van Aert au sprint et Pogačar également. Van Aert frustré sur la ligne de ne pas avoir rattrapé Lafay et forcément Lafay qui est hyper content, d'autant plus que pour lui personnellement ça fait une victoire sur un grand tour pour la deuxième fois après cette victoire sur le Giro en 2020 et une disette de Cofidis complètement arrêtée après aucune victoire de l'équipe nordiste depuis 15 ans sur le tour, donc ça remonte à 2008, donc forcément un jour symbolique pour l'équipe Cofidis. Et Victor Lafay, qui parfois avait eu des coups de moins bien, là a su montrer qu'il avait un grand talent. Et forcément aussi, par la suite, il a pu récupérer le maillot vert de sprinter. Encore une fois, un scénario dingue à la hauteur des émotions que ne peuvent nous procurer le Tour tout au long de la compétition. Et plutôt sympathique de voir que justement, les stéréotypes ont été brisés. Et que Van Aert, Pogačar, Vingegaard auront encore du fil à retordre pour aller chercher une étape. Et forcément, plus les vainqueurs d'étape seront différents, mieux ce sera. Et forcément, moins on aura d'ennuis, même sur les étapes de sprint plutôt pauvres en intérêt en fait. Troisième partie de vidéo, Jasper Philipsen qui confirme. Alors oui, hier, Jasper Philipsen a su battre ses adversaires au sprint à l'arrivée à Bayonne. Alors c'est vrai qu'on a eu un scénario un peu cocasse, mais avant de parler de ce scénario-là, voilà, une arrivée plutôt plate, après un profil assez casse-pattes quand même, avant d'arriver dans les rues de Bayonne. Et un sprint où Philipsen a su imposer de sa classe, devançant l'Allemand de la Bahrain Victorious Phil Bowes et l'Australien de l'équipe d'Auto Destiny Caleb Ewan. Philipsen qui montre qu'il est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, c'est sa 7e victoire cette année.
Donc forcément, ça le classe très bien aussi au classement UCI. Je crois qu'il est 8e, exactement. Donc voilà, très bon signe pour l'équipe Alpecin qui avait déjà eu 2 victoires grâce à Philipsen l'année dernière sur le Tour, plutôt tardivement. Et là, forcément, ça rassure aussi cette équipe néerlandaise qui va pouvoir peut-être ensuite jouer les troubles faits avec d'autres coureurs en carte blanche, comme Van Der Poel, etc. Donc au moins, voilà, leur victoire d'étape, leur mission est réalisée. Et par contre, du coup, on va quand même reparler de ce scénario un peu cocasse qui a eu lieu après l'arrivée, parce qu'en fait, là, je vous dis, Jasper Philipsen a gagné hier. Mais durant les 15 minutes suivant l'arrivée, on n'aurait pas dit ça parce qu'en fait, les organisateurs du Tour ont mis très longtemps avant de déclarer Jasper Philipsen, le Belge, vainqueur. Parce que, en raison notamment des routes sinueuses de l'arrivée à Bayonne, forcément, les sprinteurs étaient tentés à tirer tout droit au plus rapide. Et ça a un peu déclenché une polémique autour du sprint parce qu'en fait, on sait que quand il y a des sprints, les sprinteurs doivent garder leur ligne. Ils doivent être dans des couloirs. Et par exemple, si un sprinter démarre son sprint à 3 mètres de largeur, de distance de la barrière latérale, il doit finir son sprint à 3 mètres. Et Philipsen, si on regarde bien, il commence son sprint à 2 mètres de la barrière et il finit à 1 mètre. Donc forcément, ça veut dire qu'il s'est décalé. Et le sprint, quand on fait des sprints en grand tour, les organisateurs, ils n'acceptent pas que les coureurs se dévient sur la route. Et forcément aussi, ça peut créer des vagues, ça peut être très dangereux. Et Van Aert s'en est un peu plein, même si on a vu quand même que Wout Van Aert a été un peu en dessous et qu'il n'aurait pas forcément fait de podium sur cette étape. Donc finalement, Philipsen qui est déclaré vainqueur, et forcément, ça n'a pas eu non plus d'impact sur le sprint, donc ça va. Mais c'est vrai qu'aussi, la deuxième polémique suite à ça, c'est que comment on va faire sur les années suivantes, parce que on voit que plus ça va, plus des aménagements de sécurité dans les villes sont mis en place avec des îlots directionnels, etc. Et forcément, ça amène la direction du Tour à faire des parcours qui sont très sinueux. Par exemple, un rond-point, il est obligé d'être pris à droite parce que sinon il y a des îlots, c'est le bordel. Donc, une arrivée qui n'était pas totalement droite, et forcément aussi, ça peut remettre en cause les règles du sprint. À ce moment-là, on peut se poser une bonne question d'ailleurs. Faut-il continuer les arrivées en sprint, mais au risque justement de mettre de côté les règles du sprint, comme celle de ne pas changer de couloir lorsqu'on sprint, ou au contraire devoir faire des arrivées à 30 km des grandes villes. Mais bon, c'est pas l'idéal et ce serait bête d'arriver un jour à faire une arrivée sur une 4 voies quoi. Donc ça, c'est un peu plus délirant, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rend compte que les arrivées sont souvent sur les grands axes en raison justement des nombreux îlots directionnels qui sont mis sur les routes, qui peuvent avantager les cyclistes de tous les jours pour la pratique du cyclisme en général, mais par contre pour les courses cyclistes c'est pas forcément idéal et ça pose quelques problèmes. Sur les 2 premières échéances, on a pu voir des scénarios bien différents de ce qu'on aurait pu penser et imaginer avant le départ à Bilbao, mais on a été régalé quand même par des scénarios qui sont pas trop ennuyants et c'est même le contraire en fait, avec une victoire des frères Yates qui nous a fait un peu revenir aux années 2014-2015 lorsqu'il portait le maillot blanc. Une victoire de Victor Lafay qui rassure les Français. Maintenant, on pourra peut-être imaginer une deuxième ou troisième victoire française, mais en tout cas, la première, elle est faite. Et une victoire de Philipsen qui confirme qu'il est le roi du sprint. Au moment où cette vidéo est publiée, la 4e étape entre Dax et Nogaro devrait presque être terminée. Normalement, si aucun problème sur cette étape, Adam Yates devrait conserver son maillot jaune. Après, pour ce qui est du podium, peut-être que Van Aert, avec les bonifications, pourrait grimper sur une des marches du podium du maillot jaune. Après, ce sera sûrement pas pour longtemps parce que à suivre, les premières étapes de montagne vont arriver avec une équipe qui va devoir contrôler la course, même si c'est pas Pogacar qui est leader. Donc, on a hâte de voir le scénario de course qu'il va y avoir. Quelle stratégie de course va adopter UAE? Est-ce que Jonas Vingegaard va se montrer offensif sur les prochains jours, alors que sur les premiers jours dans le Pays Basque, il n'a pas forcément voulu mettre le feu aux poudres, mais juste se contenter de suivre Pogacar. Donc on a hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Et je vous invite également à lâcher un pouce bleu pour soutenir mon contenu tout simplement. On va continuer à faire des contenus au sujet du Tour. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Peloton Panorama. Allez, salut à tous!